tout ça aux jeunes avant tout, comme je disais avant, c'est que quand les personnes en âge de procréer, comme disent les démographes, quittent le territoire, bah, mécaniquement, votre population diminue, votre population, elle vieillit, et le marché du travail aussi lui-même a tendance en fait à être très homogène. Et les jeunes qui aujourd'hui, on le sait, il y a 90% d'une génération qui va être amenée à passer un bac général, 80%, un peu plus de 80%. Ces gens-là, une fois qu'ils ont le bac, ils vont être amenés à aller vers les villes universitaires qui ne sont pas dans les départements ruraux par définition. Et toute la différence, elle va se faire au moment de revenir. C'est-à-dire qu'il y a un tiers d'une génération qui part de toutes les campagnes en France. Simplement, dans certaines campagnes, ces jeunes-là, une fois qu'ils sont formés, ils arrivent à revenir là où ils sont, dans leur pays d'origine. Ils arrivent à vivre et travailler au pays même, ou alors à au moins vivre au pays, mais à travailler dans la ville la plus proche. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de la ruralité, notamment dans la France voilà, où le niveau de vie est le plus élevé, là où il y a le plus de dynamisme économique, qui est la France de tout l'Ouest et des littoraux, bah, on a une interdépendance beaucoup plus forte entre la ville et la campagne, et beaucoup de personnes exercent en ville, mais habitent à la campagne. Alors que bah, plus vous allez dans ce que j'appelle les campagnes en déclin, qui sont ni plus ni moins qu'en fait la France industrielle, qui a subi du coup les désindustrialisations dans les années 80 et aussi suite à la crise de 2008, bah, dans toute cette France-là, on perd des habitants parce qu'une fois que les jeunes sont diplômés, ils ont tendance à devoir exercer, à devoir en gros capitaliser sur leur diplôme dans les espaces urbains. Les gens de ma génération, je pense que vous avez déjà entendu ça, on nous a rabâché les oreilles avec l'idée que pour ne pas être au chômage, il fallait des diplômes, et pour s'éviter une précarité professionnelle, il fallait accumuler les diplômes. Alors c'était un discours qui statistiquement est vrai, mais qui déjà dans les trajectoires individuelles est plus compliqué, et puis surtout qui omettait de nous dire que ces diplômes-là avaient une valeur dans les espaces urbains, là où le marché du travail en fait correspondait aux attentes bah, voilà, des formations du supérieur. Et donc moi j'ai commencé en fait mes recherches en 2010 sur ce sujet-là, parce qu'il me semblait qu'il y avait peu de travaux qui s'intéressaient à cet exode rural qui ne disait pas son nom, en fait, au ce dépeuplement de certaines campagnes au profit de villes moyennes et grandes. Et donc, j'ai commencé à suivre, en fait, beaucoup de jeunes femmes, la plupart du temps, parce que c'est notamment dans le milieu rural, c'est surtout les jeunes femmes qui réussissent le mieux à l'école. Elles seront moins bien payées sur le marché du travail, et on connaît toutes les inégalités entre les hommes et les femmes dans la société, mais néanmoins, elles sont meilleures à l'école. Et donc, c'est surtout elles qui étaient amenées à quitter le territoire. Et moi, je les suivais dans leur université, et je les suivais comme ça pendant plusieurs années pour voir toutes les stratégies de retour qu'elles mettaient en place. Et ce qui revenait beaucoup, bon, elles essayaient de revenir, mais finalement, ça ne se faisait pas, parce que, pour reprendre une expression que beaucoup d'entre elles me disaient, je ne vais pas venir faire caissière avec bac+5, ou je ne vais pas venir faire aide à domicile chez les personnes âgées avec un bac+5. Et là, bah, ça pose la question de, finalement, qu'est-ce que l'espace rural dans lequel on est offre comme perspective d'avenir à la jeunesse. On a beaucoup parlé tout au long du XXe siècle de la crise de ce qu'on appelle la reproduction sociale des effectifs agricoles, qui était le premier débouché, notamment avant-guerre, voilà, dans l'écrasante majorité des campagnes françaises, et qui aujourd'hui représente, selon les départements, entre 3 et 5% des actifs, le secteur agricole. Donc, ce n'est pas grand-chose, et c'est surtout très, très peu de jeunes parmi ces 3 à 5%. Là, je regardais pour les Pyrénées-Atlantiques, on est sur 3%, 3,9% des emplois sont dans le secteur agricole. Donc, c'est très faible. Par contre, c'est une économie qui est très basée sur le tertiaire marchand, donc les métiers des services, les métiers du commerce, et le tertiaire non marchand, donc aussi l'emploi public. Et ça, c'est quelque chose, il me semble, qu'on a tendance à, à déconstruire petit à petit aujourd'hui, mais pendant des dizaines d'années, y compris dans les sciences humaines, les chercheurs ont beaucoup caractérisé les campagnes en fait par le monde agricole, alors même que cette économie-là est, en termes d'effectifs, du moins pas en termes de son importance sur en gros le mode de vie, le paysage, l'autonomie, etc., économique, mais en tout cas, elle apporte une part très très faible des emplois, et du coup, c'est ce secteur-là va relativement peu déterminer l'avenir démographique et le fait que les populations restent ou pas sur un territoire rural. Et par contre, ce qu'on a moins tendance à avoir en tête, c'est que la population rurale elle-même, et notamment quand on s'intéresse, moi je m'intéresse un peu plus aux jeunes, on va dire, qu'aux générations qui les ont précédées, donc aux jeunes de jusqu'à moins de 35 ans, quoi, on a une forte surreprésentation des personnes peu diplômées.
Et ça, c'est à peu près vrai pour tous les milieux ruraux, même si les milieux ruraux plus attractifs ont tendance à compter un peu plus de personnes qui sont diplômées pour les raisons que je disais au début, parce qu'ils ne dépendent pas directement de l'économie rurale, mais qui dépendent en fait d'une économie urbaine et qu'ils habitent le rural. Ce qui est un peu l'idéal de vie des Français aujourd'hui, et ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Et donc, ces personnes-là peu diplômées, elles exercent pour la plupart d'entre elles dans des métiers qu'on appelle les métiers d'exécutants, c'est-à-dire qu'en milieu rural, vous allez avoir une part entre 30 et 35 d'ouvriers dans la population, alors qu'il en reste à peine 10 dans les villes, 30 d'employés, donc de tout ce qu'on appelle en fait les classes populaires, et une relativement moindre présence de ce qu'on appelle les cadres, les cadres, professions intellectuelles supérieures, si bien que moi, par exemple, dans les départements sur lesquels je travaille, l'Aube, la Meuse, la Haute-Marne, on a à peu près la sociologie inverse, les populations inverses du centre de Paris ou du centre de Nantes, de ces grandes villes plutôt du coup, constituées par des populations aisées et très diplômées. Là, au contraire, on a des populations relativement définies par leur niveau faible de diplôme, mais qui néanmoins, et c'est ça qui m'a intéressé, parviennent en fait à faire leur vie au pays et notamment chez les jeunes, continuent d'adopter un style de vie et aussi de valoriser certaines formes de réussite sociale qui, par ailleurs, en ville, n'ont plus cours ou en tout cas sont relativement dépréciées. Et ça, c'était un des apports, on va dire, des recherches que j'ai menées. Une fois que j'ai commencé à m'intéresser à celles qui partent et au fait que ces étudiantes-là n'arrivaient pas à revenir et elles m'ont exprimé en fait tout le sentiment d'appartenance qu'elles essayaient de rechercher avec leurs camarades qui étaient restés au village, qui étaient restés dans le canton dans lequel elles sont originaires. Mais elles me disaient, le problème, c'est qu'on te zappe, on t'oublie si tu n'es pas là-bas tout le temps, si tu n'es pas en fait dans la vie sociale intense qui continue de se dérouler à la campagne. Et donc, je me suis petit à petit intéressé en fait à ceux qui restent et à ceux qui zappaient les étudiantes, qui me disaient que les études ne servaient à rien, alors même que toutes les enquêtes d'opinion nous disent que dans tous les milieux sociaux aujourd'hui en France, la majeure partie des jeunes veulent faire des études et veulent vivre à un moment donné en ville, même si c'est pour revenir après à la campagne. En fait, on se rend compte que ça omettait des effets de lieu, c'est-à-dire que dans les coins où il n'y a pas d'université aux alentours et où on n'a pas de modèle de réussite estudiantin, c'est-à-dire qu'ils sont passés par la voie des diplômes autour de soi, on se dit qu'on peut faire sa vie autrement. Et ça, c'était important d'assister là-dessus parce que je ne sais pas comment c'est chez vous, on pourra en parler après si vous voulez. Moi, je travaille sur des cantons dans lesquels il y avait, pour vous donner un exemple, par exemple une trentaine de débits de boissons dans les années 70. Donc les restos, les cafés, ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux, hein, c'est les mots à la mode, notamment parmi les néo-ruraux. Donc il y avait énormément d'espaces en fait, d'activités, de sociabilité, de rencontres qui étaient liés, quand on regardait bien, à différentes entreprises. C'est-à-dire que on sait globalement, par exemple, dans cette campagne-là aujourd'hui en déclin qui était très industrielle, un emploi dans l'industrie, ça fait 3 emplois dans l'économie totale. Ce qui est pas du tout le cas dans les autres secteurs, et notamment parce que ça porte des emplois aussi dans le commerce, que les ouvriers de telle usine se retrouvent systématiquement dans un ou deux cafés. Enfin voilà, que tout ça vit ensemble, que ça forme un monde qui, en soi, permettait, comme me le disent les jeunes aujourd'hui, aux anciens de faire tout à vélo et d'avoir une vie finalement plus simple que la leur, parce que ces jeunes-là, le prix qu'ils payent en fait, au fait de rester dans ce milieu rural-là, c'est qu'ils doivent aller de plus en plus loin, non seulement pour trouver du travail parce que l'usine du village a fermé et que l'emploi se concentre en fait dans certaines zones industrielles situées généralement aux abords des entrées d'autoroutes et des quatre voies, mais pas forcément là où le peuplement historique s'était développé. Et donc, ils sont dans des villages qui, de l'extérieur, et même si on prend dans la presse locale les représentations un peu communes, sont qualifiés d'un peu morts, quoi. C'est-à-dire que vous avez, je vous donne un petit peu un des exemples concrets parce que j'imagine que vous n'êtes pas forcément familier de cette ruralité-là. On a des centres-bourgs délabrés avec le nom historique du village. Je ne sais pas, par exemple, il y a Fontbourg, l'ancien, quoi, le centre de ce village-là qui fait 1500 habitants. Et puis, aux alentours, vous avez Fontbourg-la-Nouvelle ou Fontbourg-Ouest, enfin, voilà, qui va être en fait tous les pavillons que les jeunes qui restent ont construits pour justement adhérer à cette
idéal de la maison individuelle avec jardin, ou même quand on est un couple qui gagne guère plus que le SMIC, où les niveaux de vie est relativement limité, on a tendance en fait à vouloir s'offrir ça, de cette vie sans vis-à-vis. Néanmoins, il me semble qu'il y a eu beaucoup de jugements à l'emporte-pièce en fait sur le devenir, on va dire, de la vie qui pouvait se déployer dans des milieux ruraux en fait qui étaient déclinants économiquement. Moi, j'avais commencé mon travail de terrain donc au début des années 2010. En même temps que moi, il y avait des journalistes présents dans les villages que j'enquêtais qui avaient fait une série de reportages intéressants, mais qui titraient de manière assez lacunaire dans ces villages de Haute-Marne, on vote FN et on ne s'aime pas. Et donc, bon, comme vous le savez, le vote en France, il est très territorialisé, hein, notamment le vote à gauche est moins territorialisé. Le fait qu'il se déploie plus dans les villes, mais en tout cas, le vote à droite et à l'extrême droite, il est très, très marqué dans la France de l'Est et dans la France du Nord. Il est très surreprésenté. Et les journalistes, en fait, faisaient le parallèle entre ce vote qui est perçu comme un vote de confiance et de repli, avec le fait que les gens ne se fréquentent plus, qu'il n'y a plus de sociabilité. Et bon, tout simplement, quand on est sociologue, on dit qu'on doit aller voir ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ça des formes d'essayisme où on prendrait à quelques catégories, quelques indicateurs statistiques, on disait bah, tout ferme, l'économie se casse un peu la figure, donc les gens vont se réfugier dans le chacun pour soi. On va voir un petit peu ce qui s'y déploie. Et toutes ces nouvelles maisons, là, tout cet investissement dans le chez-soi que j'observais chez ces jeunes-là, ça allait de pair avec une sociabilité très intense. C'est-à-dire qu'ils avaient beau ne plus avoir de café, ils avaient beau ne plus travailler dans des collectifs qui regroupaient 300, 400 personnes, où on se connaissait tous. Voilà, ils continuaient en fait de tout faire pour ne pas se retrouver isolés des autres et d'être très soucieux en fait de leur bonne réputation et du fait d'être entourés, comme il nous disait, de vrais potes sur qui compter. Et ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais moi, j'ai suivi 200 personnes pendant une dizaine d'années et l'écrasante majorité de ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui étaient ouvriers, employés, généralement les hommes étaient ouvriers dans le bâtiment, dans le secteur du transport, un petit peu dans le secteur de la sylviculture, dans les scieries, dans le bûcheronnage, mais beaucoup plus dans l'industrie. Et pour les jeunes femmes, elles travaillaient pour la grande, grande majorité d'entre elles dans le secteur du service à la personne, c'est-à-dire les aides à domicile, hein, qui est le premier emploi féminin en milieu rural, avec, ça dépend des endroits, l'emploi public, la petite administration, on va dire. Et ils se retrouvaient en fait comment dire, dans une situation où pour trouver un travail et trouver une compagne, donc c'est-à-dire cocher un peu toutes les cases de la réussite sociale, on va dire, former une famille stable et avoir une situation professionnelle stable et si possible valorisante pour l'entourage. Pour ça, ils ne passaient plus par les grandes structures d'emploi collectif qui avaient périclité auparavant. Néanmoins, ils ne pouvaient pas non plus s'en remettre à eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on est dans une région où l'emploi décline depuis les années 90 et qu'on sait qu'il est très, très compliqué d'obtenir de l'emploi, notamment parce que tout le monde a à peu près les mêmes qualifications. Je vous le disais au départ, on est sur des populations très peu diplômées, avec voilà, en gros, une concurrence structurelle très forte entre les personnes. Et bien, c'est souvent, pour prendre un mot du sens commun, c'est souvent au piston, à la recommandation, que se fait l'accès à une place stable et durable sur le marché du travail. Et du coup, c'était généralement, oui, là pour le coup, très majoritairement chez ces 200 personnes-là, par les amis, par l'entourage, qu'on avait réussi à trouver un travail, alors même qu'auparavant, on rentrait, on va dire, de génération en génération dans les usines du secteur, avec une économie un peu paternaliste qui s'était mise en place, où de père en fils et de mère en fille, on savait qu'on avait un emploi quasiment attribué par le fait d'être du coin et de cultiver ce qu'on appelle en sociologie le capital d'autochtonie, c'est-à-dire le fait d'être du coin, d'être bien vu et de pouvoir par ça accéder à certaines positions qui nous permettait de voir un peu l'avenir sereinement sans avoir besoin d'émigrer et de s'exporter ailleurs. Et tout ça, ça s'est écroulé. Et donc, au lieu de s'en remettre à eux-mêmes, comme on le dit dans pas mal de théories surplombantes, on va dire, sur ces espaces-là, moi, j'observe en fait comment les gens essayent de sans arrêt retisser des liens, refaire groupe, et comment, du coup, c'est à la fois un message, pour résumer vraiment très, très rapidement, hein, puis qu'on puisse échanger entre nous, mais comment ces jeunes-là, il y a à la fois une concurrence très acerbe, très vraiment
très vive de la concurrence qu'il peut y avoir entre eux, notamment entre les gens qui se ressemblent le plus, parce que vous avez toutes les chances de vous retrouver à disputer un emploi, je ne sais pas moi, en plomberie avec votre meilleur copain qui a aussi fait le CAP plomberie avec vous. Et quand il y en a un qui va l'obtenir au piston plutôt que l'autre, et que celui qui n'a pas obtenu l'emploi va trouver ça injuste, et c'est assez légitime. Et du coup, les amitiés précédentes, elles seront d'autant plus... Enfin, l'inimitié qui va résulter de ça, le conflit va être d'autant plus fort que c'est des gens qu'on connaît. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est toujours à penser dans l'économie rurale, dans la manière dont on vit en milieu rural, c'est que l'interconnaissance change tout par rapport à la ville. Ces deux jeunes-là, par exemple, que je raconte leur cas dans le bouquin, du coup, je développe un peu ça. S'ils avaient été amenés en fait, à être des jeunes urbains, pareil, qui postulent pour un emploi de plomberie dans je ne sais quelle agence d'intérim, puisque c'est comme ça qu'aujourd'hui on recrute les ouvriers de manière générale, ils n'auraient pas su qui était passé sur la pile de contrats, enfin de CV avant eux et avait eu le poste à leur place. Et là, en l'occurrence, en milieu rural, c'était deux jeunes qui attendaient comme ils disent, qu'un ancien parte en retraite, parce qu'ils savaient qu'il avait une bonne place, pour y postuler. Et ils savaient très bien qui postulait contre eux. Et donc, il y a ce sentiment que chacun voit midi à sa porte, qu'on est un peu structurellement opposés par le manque en fait, de perspective. Et ça développe chez eux une conscience collective un peu bizarre. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas nous, les gens du coin, nous, les ouvriers, enfin, ce qu'on a appris notamment en sociologie, hein, au XXe siècle, on nous expliquait qu'il y avait un sentiment de communauté villageoise, c'est-à-dire que les gens se sentaient appartenir à un village. Se sentaient, bon, et ça, tout en étudiant la manière dont ça s'était construit, c'est-à-dire que ce n'était pas un truc naturel de se sentir appartenir à un village, mais comment c'était lié à certaines opérations de promotion patrimoniale, etc. Mais il y avait un sentiment d'appartenance qui était aussi lié à une réalité du fait que ben, on rencontrait généralement son époux, son épouse sur un périmètre de moins de 5 km, que, ben, comme je vous disais auparavant, on faisait tout à vélo. Et là, ces jeunes-là qui se retrouvent à dire j'ai mes vrais potes sur qui compter, et les autres, c'est les salut, ça va, les gens du coin, qui font plutôt office bon, en gros d'une population qui pourrait exercer des formes de contrôle social, pourrait potentiellement être en concurrence aussi pour les emplois ou pour l'accès à l'immobilier notamment, parce que ça devient problématique dans pas mal de régions. Et bien, comme me disaient les jeunes, on a fait le tri. On a fait le tri entre le nous des vrais potes sur qui compter, la petite bande, et le reste des personnes. Et ça les amène à se dire, bon, il ne faut pas se la jouer perso, être isolé et se retrouver du coup dans une posture de repli qui serait finalement associée à toutes les personnes, notamment parmi les jeunes générations, qui sont éloignées de l'emploi de manière assez durable parce qu'on ne leur fait plus confiance, parce qu'on pense en fait que c'est qu'une fois une fois qu'on a été, si vous voulez, au chômage dans une période d'assez longue durée, ça c'était notamment vrai pour tous les jeunes qui se sont retrouvés au pied du mur au moment des dernières fermetures d'usines, là, au début des années 2010. C'était des jeunes qui se disaient, ben voilà, depuis que j'ai 13-14 ans, je m'imagine rentrer à l'usine comme mon père, mon oncle, etc. Et d'un seul coup, cet espace des possibles-là se ferme. Ben, ils se retrouvent au pied du mur sans formation. Ils passent quelques années sans forcément chercher un travail stable, on va dire, à plutôt accumuler les petits boulots. Et petit à petit, le stigmate du chômeur de longue durée reste sur eux. Le fait que tout le monde se connaisse, ça accentue ça. Et on disait, ceux qui ne travaillent pas ne valent rien. Et c'était d'autant plus vrai, ce sentiment de ceux qui ne travaillent pas ne valent rien. Ça, c'était d'autant plus marqué, d'autant plus stigmatisant qu'il y avait moins d'emplois. Ça paraît un peu paradoxal, mais moins il y a de boulot, plus c'est honteux de ne pas en avoir parce que ça fait un peu épouvantail pour tout le monde. Et donc, de leur côté, les jeunes qui arrivent à s'entourer, qui arrivent à avoir bonne réputation, eux, ils ont le sentiment qu'il faut s'entraider entre un petit nombre de personnes. Et ils me disaient beaucoup, pas nous, les gens du coin, mais déjà nous, que nous d'abord, les vrais potes sur qui compter. Et tout ça, ça les amenait aussi à rationaliser d'une certaine manière devant moi, parce que je m'intéressais beaucoup à leur comportement politique, à rationaliser leur affinité avec les discours de l'extrême droite, donc qui est très, très majoritaire dans les urnes, dans ces régions, mais d'autant plus chez les jeunes générations. Ce qui était intéressant, c'est aussi d'observer que, vous le savez peut-être, mais le premier comportement électoral des jeunes et bientôt de la population générale, en fait, c'est l'abstention, c'est le fait de ne pas voter, justement. Mais chez les jeunes de classe populaire, tout particulièrement, chez les jeunes peu diplômés, l'abstention, c'est vraiment une conduite d'une conformité écrasante, en fait, par rapport au reste des possibles. Et ce que mon enquête a pu montrer,
je vous passe un petit peu la méthodologie, mais en gros, moi, pour faire mon enquête, si vous voulez, je vis sur place, je me mêle à la vie des gens, je suis dans les clubs de foot locaux, j'aide les gens à retaper leur maison, enfin, j'essaye de les suivre, en fait, de me mêler un peu, tant que faire se peut, à la situation sociale que j'observe. Et je voyais que ces gens-là, en fait, parlaient beaucoup de politique, malgré le fait qu'ils ne se sentaient pas assez légitimes pour voter et ne pensaient pas que c'était à eux un petit peu de décider de l'avenir du pays. Et quand je leur demandais avec qui ils auraient davantage d'affinité, quel type de discours ils auraient davantage d'affinité s'ils étaient amenés à voter, c'était aussi ce vote plutôt porté à l'extrême droite qui était le plus conforme en fait dans leur entourage, avec l'idée que être dans une vision conflictuelle du monde, ça renvoie à ce que eux vivent localement. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que bon, ce cœur, on va dire, de mes recherches m'a amené un petit peu à essayer de comprendre sur quoi se basaient notamment les inégalités hommes-femmes qui sont exacerbées en milieu rural, notamment les inégalités économiques. Qu'est-ce que ça provoquait dans la manière dont les familles s'organisaient, dans la façon dont, justement, en fonction du couple qu'on est en train de bâtir, si on va plus ou moins être amené à rester sur un territoire qui est néanmoins en déclin économique, ou est-ce qu'en fait, on va se dire, ici, c'est vrai qu'il y a peu de perspectives d'avenir, mais on valorise le fait de pouvoir vivre comme on l'entend. Moi, j'entendais beaucoup l'idée de ici, c'est un peu la Corse sans la mer, c'est-à-dire, et d'ailleurs, c'était la première plaque d'immatriculation qui était mise après celle du département, c'était la plaque Corse, en se revendiquant un petit peu d'une identité insulaire où finalement on se sait en marge de pas mal, on va dire, de flux économiques et d'opportunités. On sait qu'on a un peu moins de choix possibles, on va dire moins de variété de choix possibles de vie, et que ce soit aussi en termes de consommation culturelle, etc. Mais ça, peu importe. Ce qui fait qu'on a envie de rester, c'est parce qu'on se sent connu et reconnu socialement là où on est, et qu'on sait que les mêmes personnes, nos homologues, on va dire, en ville, ils auraient tendance à être dans une situation beaucoup plus anonyme et précarisée. Et je conclus là-dessus, hein, avant de vous laisser la parole. J'arrive bientôt à ma demi-heure. J'avais écrit un de mes premiers articles sur le titre Paris, jamais de la vie, sur les représentations en fait, des modes de vie chez les jeunes ruraux. Et une des phrases qui revenait beaucoup était celle voilà, de dénigrer la capitale et le mode de vie en ville. Et quand on creusait un petit peu, ou quand j'observais, on va dire, dans les conversations de tous les jours, cette mise à distance vis-à-vis du mode urbain, c'était l'idée de me dire, dans une grande ville, personne ne te connaît et te reconnaît. C'est-à-dire que pour les mêmes comment en fait on pourrait valoriser ailleurs qu'à la campagne des profils tels que les nôtres, c'est-à-dire de gens qui ont quitté l'école à 15-16 ans, dont dans un village, on peut dire ce gamin-là, il a de l'or dans les mains parce qu'on sait qu'il bosse dans l'entreprise de maçonnerie du coin, qui rentre avec le camion de la boîte, même avant d'avoir le permis. On sait qu'il est, comme on dit, il n'est pas feignant, il est bosseur. Et petit à petit, dans une petite entreprise, il va être amené à avoir une autonomie bien plus importante que dans une grande sur les chantiers. Il va traiter directement avec les clients. Plus tard, peut-être que lui-même reprendra la boîte ou sera amené à gérer une équipe. Et donc, tout ça, en fait, ça va lui permettre d'avoir, comme on dit, une surface sociale beaucoup plus large que celle de son travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui a bonne réputation par son travail, il va aussi avoir un poste, une place plus importante dans toute la sphère des loisirs. Je montre notamment dans mon livre comment le fait de jouer dans l'équipe A ou l'équipe B de tel club de foot, c'est pas lié directement. Alors déjà, c'est pas lié au fait d'être du village, parce que les clubs de foot ne recrutent de moins en moins en fonction de l'appartenance locale, mais en fonction de l'appartenance amicale. Donc, c'est-à-dire que c'est quand on est de la même bande de copains qu'on joue dans la même équipe. Et ces bandes de copains-là, vu qu'elles reflètent un petit peu les liens économiques, les liens sociaux dus à l'économie, ces liens sociaux-là, ils sont beaucoup plus larges. On se connaît sur un périmètre de 30 km et pas de 2 km comme auparavant. Et par ailleurs, dans ces scènes-là, comme celle du foot, mais il y aura bien d'autres exemples, et puis chez vous, ça serait le rugby de toute manière, mais on est amené en fait à être distingué, pas seulement directement par ses capacités sportives, c'est-à-dire que c'est aussi le fait d'être considéré comme quelqu'un de respectable, pour reprendre un peu des mots que, que me donnaient mes enquêtés, puis qui sont aussi des concepts qui existent en sociologie, et je trouvais ça marrant que, même si le sens n'était pas le même, j'en emploie le même mot, mais qui est digne en fait de représenter son équipe de foot, sa bande de copains,
parce que aussi, on sait que du côté du travail, il est valorisé. Et ça allait de pair avec le fait voilà, d'avoir une famille stable, d'accéder assez tôt à la propriété. Alors même que d'un autre côté, en fait, donc on avait finalement, ça faisait ça des formes de contre-handicap chez ces jeunes-là, pour reprendre la comparaison avec la ville, où ils disaient, nos équivalents en ville, ils prennent le RER, ils vont bosser dans le centre urbain où personne ne les connaît, ils n'ont pas de quoi être propriétaires, et puis ils rentrent à 30 km de chez eux où personne ne sait ce qu'ils ont fait le soir. Donc, en fait, ils ont une moindre reconnaissance sociale que nous. Et par ailleurs, ils n'ont pas la possibilité, comme nous, d'utiliser le territoire un peu voilà, comme on l'entend. Voilà, c'est tout un style de vie qui aujourd'hui est largement stigmatisé par ailleurs. Mais si je prends les premiers loisirs des jeunes sur lesquels je travaillais, c'est la chasse, la pêche, le motocross, derrière les sports collectifs, tout un tas d'activités en fait, qui seraient très compliquées à pratiquer de la même manière, en tout cas en ville, ou à pratiquer tout court. Et donc, ils avaient un peu beau jeu, si vous voulez, de persévérer dans leur être, alors même que beaucoup de conseils qu'on leur donne, et notamment dans les politiques gouvernementales. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre avec des membres du gouvernement et des gens qui organisent, on va dire, les politiques publiques. L'idée, c'est de dire à ces jeunes, ce qui vous manque, c'est la mobilité. Donc, ce qu'il faut, c'est à tout prix que vous vous exportiez, un peu sur le modèle des cadres et des professions voilà, les plus rémunérées, qui nécessitent le plus de diplômes, etc. On dit, c'est la mobilité qui est la clé. Simplement, quand vous êtes dans une région, là par exemple le nord-est industriel, vous allez à 30 km de chez vous, où la situation économique est à peu près la même, et surtout, vous trouverez beaucoup moins d'intérêt à vivre là où vous êtes si, pour le coup, vous êtes isolé de ces réseaux de sociabilité qui sont essentiels en fait pour ne pas tomber dans la précarité. C'est-à-dire que le travail en lui-même, il ne suffit pas. Aujourd'hui, parce qu'il est de moins en moins rémunérateur en pouvoir d'achat cumulé, parce que généralement l'accès au travail d'un des membres du couple va nécessiter que l'autre membre, les trois quarts du temps, c'est la jeune femme évidemment, fasse une croix sur sa carrière, travaille à mi-temps. Et donc tout ça, ça ramène in fine à une possible précarité. Donc voilà un petit peu, on va dire, c'est mon propos introductif pour un échange avec vous, parce que je sais que voilà, il y en a certains d'entre vous qui ont pu avoir accès à mes textes, et puis j'espère que vous aurez des remarques et que ça vous fera réagir, et que vous m'avez bien entendu, parce que c'est toujours un peu compliqué avec ces histoires de visioconférence. Je m'excuse de ne pas avoir été là en, en présence, mais en tout cas avec le dispositif que vous avez mis en place, j'ai l'impression vraiment de vous avoir devant moi, donc c'est assez sympa. Voilà, je vais m'arrêter là et puis vous laisser la parole pour la suite, pour les réactions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après cette présentation, quand même, très complète. Je vous entends moyen. Plus fort encore. Ouais, là, j'entends là. Alors ici, nous avons un public très varié. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Les moins jeunes, il ne faut pas y lever. Voilà, donc il y a des élèves en formation. C'est important qu'ils soient là. Je pense qu'ils ont préparé quelque chose déjà. Et puis nous avons aussi choisi parmi nos membres du COCAP un intervenant célèbre. Reconnu, les notables, tout ça, c'est des mots qui reviennent dans vos propos. Donc nous en avons un parmi notre assemblée ici, c'est M. Escarel. Donc lui, c'est un agriculteur très utile, qui est resté là chez lui. Donc peut-être qu'il pourrait expliquer, je ne sais pas pourquoi il est resté là, quel était son choix à l'époque. Vous avez eu la question de lui, on ne va pas le dire, on ne se voit pas d'ailleurs. Et donc il a fait le choix d'être agriculteur dans l'agriculture biologique. Donc il n'a pas bien déterminé. Il a débuté ensuite pendant son parcours d'agriculteur très vivant. Et alors voilà comment on peut intervenir, parce que c'était très vivant, tous ces mots qu'on a entendus, qui reviennent aussi à mes oreilles. La formation, le travail, le chômage, le logement, le piston, le beaucoup dans ces trucs-là, ça n'est pas introduit, ça n'est pas un peu notable, c'est pas compris. Nous, on ne le fait pas en ville, peut-être aussi facilement que
quand on est resté dans son milieu rural. C'est tous des éléments qui qu'on peut aborder. Alors je ne sais pas comment on fait. Si on donne la parole aux jeunes qui vont préparer des questions, ça peut être intéressant. Si c'est Jean-Claude qui veut faire le... Non, 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 je donne la parole aux jeunes. Bien. Lance le débat. C'est bien que un jeune toujours là. Les jeunes, c'est l'avenir. Faut que tu parles assez fort, s'il te plaît, pour la question, parce que c'est vraiment, j'entends vraiment bas, quoi. Donc, nous, on est en BTS Arts, Ouais. BTS agricole, donc c'est analyse, Mm. analyse, conduite stratégique et exploitation agricole. Donc, notre principal objectif de cette formation, c'est de former des élèves à gérer une exploitation agricole. Donc, Mhm. c'est ça. Mais c'est aussi plus général que ça, donc ça peut amener à plein de métiers autour de l'agriculture. Donc, par exemple, travailler en coopérative ou alors dans des chambres agricoles, pas de la comptabilité, mais dans des Mm. gestion, en centre de gestion agricole. Donc, nous, on est là aujourd'hui pour on a travaillé avec plusieurs modules à travailler. Et un de ces modules, c'est de faire les liens entre les enjeux du monde rural et de l'agriculture. Alors, on n'entend pas on n'a pas entendu juste la fin de votre question, c'est vraiment, c'est inaudible, là. Je crois que les gens écrivent ça aussi sur le chat, là, donc à mon avis, on n'entend plus votre micro, là. On n'entend strictement rien en vidéo, en visio. Ouais. J'essaye de tendre l'oreille, mais je ne comprends pas tous les mots. Sinon, vous pouvez l'écrire, la question. Comme ça, écrivez-la sur le chat, et puis voilà. Mais juste la dernière partie? Oui. Ah ben là, j'entends, là. Allez-y. Vous n'avez pas entendu quoi? À la fin, en fait. À la fin, c'était vraiment compliqué. La fin, c'était on travaille sur un module, là, pour un module, et il s'agit d'effectuer les liens entre les enjeux du monde agricole, et l'agriculture. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, là-dessus, je peux dire deux mots si vous m'entendez bien, hein? Ouais. Ok. Je résume peut-être la question pour les personnes connectées comme moi, parce que du coup, c'est un peu, Merci de résumer la question. ouais, Oui. je pense que personne n'a pas compris grand-chose. Alors, je pense que par contre, du côté IcoCap, il faut recouper votre micro quand vous parlez pas, parce qu'on a un espèce de retour ensuite comme ça dans notre connecté, voilà, qui vient de votre salle. Là, c'est bon. Du coup, il n'y a plus ce problème. Donc, les liens en fait entre l'agriculture et on va dire le développement rural, ce qui est assez paradoxal, je pense. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai écrit, et puis c'est un peu le sens de nos travaux à l'INRA, donc d'essayer de prendre acte en fait que les effectifs agricoles, ben, comme je disais auparavant, représentent plus grand-chose dans l'économie locale, et que donc c'est un secteur qui est, comme on le sait, surencadré. Il y a tout un tas d'experts qui interviennent. Moi, je suis assez frappé. Je travaille en ce moment sur les jeunes agriculteurs, du nombre de visites, d'expertise et d'encadrement dont dispose en fait un jeune agriculteur, chef d'exploitation, pas un ouvrier agricole, mais un chef d'exploitation, du déploiement en fait de structures d'État ou privées pour en gros l'amener à faire son exploitation de telle ou telle manière, à prendre ses décisions. Alors même qu'en fait, il y a un déficit d'intervention, de présence et de préoccupation, on va dire, pour tout le reste des 96%, du reste du 96 autres pourcents de la population active dans le milieu rural. Néanmoins, et c'est ça le paradoxe, en fait, c'est d'acter ça, qui est une réalité. Néanmoins, on a aujourd'hui un vrai enjeu, à mon avis, de développement, notamment d'accès
à l'emploi agricole, notamment dans les régions. Alors, vous, je sais pas, je suis un peu moins au fait de la disponibilité des terres agricoles dans votre région. Nous, ce qui est paradoxal, c'est que soit en fait on est dans des régions en gros rurales dynamiques où c'est le périurbain, où c'est la ville qui grignote sur le reste en fait, des terres disponibles. La diminution des terres agricoles aujourd'hui, enfin, on dit que c'est parce que la forêt gagne du terrain, etc. C'est parce qu'en fait on est dans une logique de reconstruction où la surface des logements a pris 12% en France ces 15 dernières années, c'est-à-dire la surface occupée par les logements. Et ça, c'est une donnée en fait, à prendre en compte dans pas mal de campagnes dynamiques, alors même que ce qui se passe dans les campagnes en déclin, c'est qu'on a une concentration des exploitations agricoles, en gros, une augmentation de la taille des exploitations qui est très importante, et la diminution des effectifs, elle va de pair avec le fait que l'accès à la terre est beaucoup plus et de plus en plus inégalitaire, en fait, que c'est très compliqué pour les jeunes qui voudraient se lancer dans une exploitation agricole. Et le modèle en fait on va dire de l'aide à l'accès à l'agriculture en France, il est très basé sur l'agriculture familiale, alors même que ça va dans le sens inverse de la démographie et du fait qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas issues de milieux agricoles, sauf si on remonte évidemment à nos arrière-grands-parents ou à nos grands-parents, puisque ça, pour le coup, tout le monde aura de la famille qui était paysan. Mais en tout cas, chez les agriculteurs, il y a vraiment un problème, et on est, je pense, vraiment à une époque où il y a les décisions politiques, elles vont beaucoup peser, parce que moi, ce que j'observe, c'est que les jeunes agriculteurs, dans les sociabilités que je vous décris, là, dans les bandes de potes, voilà, ils ont des rôles en fait prépondérants, c'est-à-dire qu'ils sont déjà beaucoup valorisés par le fait qu'ils travaillent pour eux, qu'ils travaillent à leur compte, qu'ils ont un métier aussi qui est visible et dont on valorise en fait le fait de passer beaucoup de temps au travail, de ne pas passer pour un feignant. Et d'ailleurs, eux-mêmes, les agriculteurs, les jeunes agriculteurs sur lesquels je travaille, étaient très attachés comme ça au fait de se valoriser par leur travail, et aussi très critiques parmi leur bande de potes, parmi leurs copains, de ceux qui n'avaient pas de travail, de ceux qui se retrouvaient au chômage, parce qu'eux-mêmes, en fait, ils développaient aussi toute leur identité autour de ça. Et de cette manière-là, moi, j'ai pu voir comment, dans un même groupe d'amis, aujourd'hui, en fait, ces groupes-là qui sont structurants, ce n'est pas les ouvriers avec les ouvriers, les employés avec les employés. On est d'ailleurs même difficilement amis avec les gens qui nous ressemblent le plus, parce qu'on est souvent mis en concurrence avec eux. Alors même que voilà, dans une bande de potes, il y en avait toujours un plus ou moins qui était agriculteur, ou alors qui était ouvrier agricole, mais qui se retrouvait généralement dans les emplois d'ouvriers agricoles dans ma région sont très bien rémunérés, et reviennent souvent finalement avec des responsabilités assez élevées, on va dire, dans la gestion de l'exploitation, qui ne sont pas celles de l'exécutant qu'on a notamment en sociologie toujours placé au plus bas de la hiérarchie sociale, alors qu'on se rend compte aujourd'hui, notamment en termes de rémunération, que ce n'est pas vrai. Si on écarte les saisonniers de cette population des ouvriers agricoles, on se rend compte que c'est plutôt des ouvriers fidélisés, mieux payés que les ouvriers du bâtiment, etc. Et donc, dans ces groupes d'amis-là, le rôle un peu des agriculteurs, c'est d'être des espèces je les vois jouer des rôles un peu d'entrepreneurs de morale, en disant notamment à leurs jeunes copains qu'un vrai homme, ça travaille à son compte, que ça serait pas mal, notamment pour les ouvriers, de se pour entrepreneuriat. Donc, j'ai pu relater comme ça des épisodes où, sur plusieurs années, un jeune agriculteur autour de lui arrive un petit peu à convertir à l'auto-entrepreneuriat pas mal de ses amis qui, du coup, se lancent dans le paysagisme, enfin voilà, dans différentes formes d'activités qui ne sont pas agricoles parce qu'ils n'ont pas accès à la terre, mais eux-mêmes, par contre, valorisent énormément dans leur imaginaire et dans les gens qui côtoient le travail de leur ami agriculteur. Après, évidemment, ça pose des questions, mais là, je pourrais en parler des heures, parce que ma nouvelle enquête, elle porte sur les dégâts de gibier et les relations entre les agriculteurs et les chasseurs. Et on voit en fait comment, selon les modes d'exploitation, selon le type d'agriculture, mais aussi les groupes sociaux en présence dans le reste de la population locale, l'image de l'agriculture et du coup l'ancrage social des jeunes agriculteurs, il peut beaucoup varier. Par exemple, là où je travaille, il y a eu un parc national qui a été créé
Donc, il a eu beaucoup de mal à se mettre en place parce que les agriculteurs y étaient très opposés, parce que les terres agricoles, en fait, faisaient partie du parc national. Et donc, moi, je suis dans les grandes plaines céréalières, hein, c'est de l'agriculture conventionnelle. Et la charte du parc national, il y avait une rumeur comme quoi ils allaient limiter les intrants. Et du coup, évidemment, certaines pratiques liées à l'agriculture conventionnelle. Et donc, les agriculteurs se sont mobilisés. Il y a eu beaucoup notamment des actions violentes. Donc, en fait, les agriculteurs ont été un peu décrédibilisés par leur mode d'action auprès de la population locale. Et on assiste aujourd'hui à des situations un peu de tension et de remise en question des modèles de production agricole qui, pourtant, dans cette région-là, d'ailleurs, font un peu… on est sur des plateaux calcaires avec très peu de terre. Ça a été la révolution agraire est venue pour le coup de l'agriculture conventionnelle. Mais là, c'est fortement remis en cause par des personnes qui, justement, sont là aussi touchées par des nouvelles manières de penser leur rapport à l'environnement au sens propre du terme, c'est-à-dire à là où on évolue. Et il y a toute une partie de la ruralité, encore aujourd'hui, qui n'a pas une vocation contemplative, c'est-à-dire qui n'est pas fait pour une sorte de regard typique résidence secondaire, c'est-à-dire des ruralités qui dépendent énormément de l'activité touristique, ce qui est vrai, je veux dire, pour toute une partie de la France, hein, qui est de plus en plus importante aujourd'hui, où l'économie rurale dépend en fait du fait qu'il y a une activité touristique et du fait qu'il y a un regard extérieur qui construit cette ruralité-là comme une ruralité qu'on peut contempler avec une nature qui serait à préserver. Et ça entre en contradiction avec l'usage et le développement qu'on a fait dans toute une partie de la France rurale. Moi, je m'intéresse à la France rurale industrielle, mais il n'y a pas que celle-là, où le paysage aux alentours, c'est un paysage qui est fait pour produire de la nourriture, pour tirer des ressources. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est remis en cause au sein même de la population rurale. Et je pense que c'est vraiment un phénomène nouveau qui dépend beaucoup de la manière aussi dont on oriente le débat public, des discours les plus diffusés dans les médias. Et ce qui moi, me frappe toujours, c'est, moi, je m'intéresse un peu, on va dire, je fais une sociologie au ras des pâquerettes, c'est-à-dire que je ne vais pas voir les gens qui ont le pouvoir, les journalistes, etc. Je vais voir comment les gens, concrètement, de quoi ils causent et qu'est-ce qu'ils font dans leur vie et essayer de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font dans leur quotidien, quoi. Et ce qu'on voit, c'est que dans les conversations les plus banales, on a une pénétration en fait, des idées dominantes et que vraiment le rôle de l'agriculture aujourd'hui est un peu voilà, une clé des débats qu'on peut avoir dans les politiques locales. Et je trouve ça assez passionnant d'essayer de se dire que c'est peut-être le moment où, quand on nous dit que c'est peut-être encore, et évidemment, les agriculteurs seront mieux placés que moi pour en parler, mais nous, on travaille beaucoup sur l'abandon en fait, des reprises d'exploitation. J'ai un collègue qui a fait toute sa thèse sur le suicide agricole. Donc, on connaît en fait toutes les difficultés d'une certaine fraction en fait, des agriculteurs, d'un gros tiers des entreprises agricoles qui est très peu rentable. Mais d'un autre côté, parmi toute cette population agricole, il y a encore en fait, des espaces dans lesquels l'agriculteur il occupe plus ou moins le haut de l'espace social et on les voit surreprésentés parmi les maires des communes. On se rend compte que les enfants d'agriculteurs font des études équivalentes à celles des enfants de cadres. Donc, en fait, on n'est plus du tout dans toutes ces hypothèses de prétendu retard culturel que nous ont expliqué pas mal d'analystes pendant un moment de la paysannerie, à l'époque où les agriculteurs s'appelaient déjà plus eux-mêmes les paysans pour la plupart d'entre eux. Et du coup, je pense qu'il y aurait il y aurait vraiment des choses à faire autour de cette envie d'agriculture qu'ont pas mal de jeunes du coin, issus de familles ouvrières, qui se retrouvent à travailler en tant qu'ouvriers agricoles une partie de leur vie, mais bon, vu qu'il y a peu d'emplois là-dedans, mais en tout cas qui valorisent le style de vie et le rapport au travail des agriculteurs, qui valorisent aussi ce qu'ils font sur le paysage et l'importance qu'ils ont localement, mais qui ne peuvent pas y accéder. Et voilà, moi, ça serait un petit peu mon mot là-dessus, c'est d'essayer de penser des politiques publiques qui démocratisent l'accès à l'agriculture. Et quand je dis démocratiser, c'est-à-dire l'élargir, mais aussi pour évidemment permettre d'en vivre, pas seulement pour être saisonnier, comme nous on a dans les grandes exploitations, mais voilà. Donc, je ne sais pas, j'espère que c'était un peu le sens de ta question, parce que je t'avoue que j'ai pris un peu les leçons n'étaient vraiment pas top, et voilà, j'essaye
J'essaye de répondre comme je crois l'avoir compris, mais n'hésite pas à faire une remarque si j'ai déformé ton propos. Merci. Ça a bien répondu à ta question. C'est vrai qu'après une intervention comme la vôtre, on ne se rappelle plus quelle était trop la question. C'est dit comme je le pense. Mais bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Si tu veux venir ici, c'est peut-être le... Là, moi, je vous entends vachement bien. Comment vous pouvez expliquer Là, c'est bon. Comment vous pouvez expliquer l'idéalisation de la campagne par par ceux de la ville? Ah oui, alors ça, c'est la grande question. Il y avait un élément de réponse que j'ai donné tout à l'heure, c'est que en fait, les gens, quand on leur demande s'ils veulent vivre à la campagne, ils répondent oui par défaut, parce que ce qui les intéresse avant tout, c'est la maison individuelle. Aujourd'hui, si vous allumez votre télé, où il y a tout un tas d'émissions qui sont des émissions à succès, qui sont, comment ils s'appellent, les émissions de Stéphane Plaza, Maison à vendre, etc. N'importe quel couple de biactifs qui gagnent un peu plus que le SMIC, qui veulent une maison individuelle sans vis-à-vis. Et puis, s'ils achètent une maison avec vis-à-vis, ils vont vitement construire un mur, etc., pour ne pas voir le voisin, et avec cette norme de pouvoir bronzer dans son jardin, etc. Et la piscine individuelle, hein, vous savez qu'il y a une explosion des constructions des nombres de piscines individuelles. Enfin, voilà, le style de vie aujourd'hui valorisé, c'est celui-là, et c'est celui qu'on associe à la ruralité. Et à tort ou à raison, parce que moi, comme on le disait au début, la ruralité, elle est marquée par le fait qu'en fait, les gens qui vivent dans un village ou dans un bourg connaissent plus de personnes et fréquentent plus souvent des personnes, notamment chez les uns les autres, c'est-à-dire qu'on est plus amené à rentrer chez vous, venir boire l'apéro, venir vous voir, venir vous demander un service ou vous donner un coup de main d'ailleurs, en ville à la campagne, pardon, qu'en ville. Donc, en fait, le style de vie rural, ce n'est pas un style de vie où tu es tranquille dans ton jardin et personne ne te voit. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est directement associé, on va dire, à la morphologie des lieux, mais qui finalement, dans la manière dont les gens se fréquentent, n'est pas forcément vrai. Vous voyez, là, moi, je fais des interventions des fois dans plein milieu de Paris. Il y a moins de personnes qui viennent m'écouter. Là, on voit que vous arrivez à tisser des liens associatifs, etc., qui vont être d'autant plus durables que j'imagine vous avez autre chose comme type de lien entre vous que le simple fait de faire partie de la même association. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, de fondamental à leur dire, enfin, aux personnes qui aujourd'hui ont une envie de campagne, parce que ça peut être pas mal hein, pour le développement rural. Effectivement, il y a des zones qui vieillissent, mais ce qu'on voit, c'est que déjà, les personnes qui vont arriver dans les campagnes, là, on a des phénomènes de gentrification rurale, même tellement c'est fort, c'est-à-dire qu'il y a des régions rurales où les gens du coin n'arrivent plus à se loger parce qu'il y a trop de gens de l'extérieur et trop de gens, notamment des villes les plus proches aux alentours. Ce n'est pas forcément la figure du Parisien qui vient partout. Enfin, voilà. Mais du coup, qui se retrouvent à ne plus pouvoir faire leur vie de là où ils sont originaires, parce qu'il y a une vraie inflation de l'immobilier. Mais derrière ça, il y a aussi, à mon avis, un malentendu sur le style de vie qu'on vient chercher. Aujourd'hui, on dit, bon, ben voilà, avec le télétravail, on va pouvoir vivre n'importe où. Il n'y aura même plus de connexion à son entreprise, enfin, de liens matériels, physiques à l'entreprise. Ça ne sera plus que des liens de connexion comme on est en train de mettre en place. Je suis désolé d'ailleurs d'être le représentant de ça auprès de vous, quoi, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on va pouvoir faire sa vie tout seul. Et ça, je pense que c'est vraiment déjà pas ce que l'avenir nous réserve et qu'en plus, ça ne correspond pas au style de vie rural et qu'il peut y avoir en fait des incompréhensions fortes. Et après, il y a aussi évidemment ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas toutes les ruralités. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas toutes les ruralités qui attirent aujourd'hui les néo-ruraux. Les mouvements qu'on voit, dont on nous parle beaucoup, du quitter Paris, quitter les grandes villes, en fait, ils vont vers les régions rurales où il y a eu historiquement un fort taux de résidence secondaire. Et c'est ces régions qui, généralement, sont aussi associées à une certaine forme de vision touristique, mais aussi de patrimoine culturel, c'est-à-dire où on a un patrimoine culturel territorialisé, c'est-à-dire où il y a une vision, il y a eu des travaux passionnants, par exemple, sur l'invention de la Provence, comment la Provence, qui n'est pas une région historique en soi, a été construite pour le regard touristique et où l'entité Provence, en fait, provient de promoteurs, si vous voulez, d'images sociales qui ont construit la Provence comme qui aurait une identité propre, qui aurait sa propre langue, etc. Donc, généralement, quand vous savez bien que vous êtes bien placé
pour ça, enfin, une langue locale, en fait, il y a aussi un enjeu de lutte sur savoir jusqu'à quel degré de localité on va retenir ce qu'est le patois local, jusqu'à quand on remonte dans l'histoire pour se dire que les gens parlaient ou pas cette langue-là. Et très souvent, en fait, dans les régions qui aujourd'hui sont en reprise économique et qui attirent des néo-ruraux, on a en fait cette espèce de bagage historique patrimonial qui accompagne une vision un peu fantasmée de la vie rurale. Alors même que quand on va dans le périurbain, là où il y a encore la France des usines, des grands champs de betteraves et des grandes forêts dans le Grand Est, par exemple, mais pas que, là, on a moins cette arrivée des néo-ruraux, on ne la voit même pas en fait encore. Donc, je veux dire, ils sont attirés par une certaine vision de la campagne, et derrière, il y a tellement en fait un effacement aujourd'hui du rapport direct au travail, de l'idée de dire qu'on va vivre là où on travaille, mais plutôt qu'on va vivre là où on peut avoir un style de vie qu'on pense idéal, en fait. Et ça, pour moi, ça me pose beaucoup de questions. Moi, j'ai envie de travailler là-dessus à l'avenir, c'est de voir finalement qu'est-ce que ces mouvements-là de population qui vont probablement se passer, hein, mais même je ne suis pas sûr qu'au niveau des politiques publiques, on laissera faire ça parce qu'on sait que notamment les équipements, les services à la campagne, d'un point de vue cours des comptes, de rationalité économique, c'est pas rentable. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux qu'on soit tous emplacés dans les villes pour qu'on mutualise les hôpitaux, les services, etc. Ça coûterait moins cher à l'État. Ça, c'est évidemment la réponse technocratique qu'on entend partout. Et néanmoins, il y a cette volonté de développer le secteur des promoteurs de maisons individuelles, de doper le marché de l'immobilier. Donc voilà, il y a tout. Il y a des enjeux un petit peu contradictoires et évidemment que les politiques publiques, selon les mesures fiscales qui seront mises en place, selon est-ce qu'il va y avoir, comme ça a été évoqué plus ou moins à demi-mot récemment, une taxation aiguë des propriétés individuelles. Voilà, tout ça va déterminer, à mon avis, le fait qu'ils en aient plus ou moins envie à long terme, parce qu'il y a des effets de mode derrière ta question, tu vois, et c'est un truc, cette envie de rural, l'envie de venir à la campagne, elle est aussi forte que relativement récente quand même. Merci pour ta question. Est-ce que vous voyez la question dans le... Est-ce que vous arrivez à lire la question? Ouais, je peux la lire si vous voulez. Dans la discussion. Vous voulez que je la lise? Vous la voyez? Ouais. Dites-la, puis après, vous voyez. Ok. Vous pouvez en faire. Il y a une question de monsieur Pierre Ziegler. Faire sa vie dans les campagnes. Faire sa vie dans les campagnes, oui, mais quel devenir de toutes les exploitations? Donc ça, j'imagine, c'est les exploitations agricoles qui ne seront pas reprises après la retraite des exploitants actuels, les enfants ayant d'autres visées professionnelles. Quid de ces terrains qui ne seront plus exploités ou qui risquent de ne plus l'être? Fermage, accélération du déclin. Alors là, pour le coup, sur la non-reprise des exploitations, c'est quelque chose qui va encore être très, on va dire, pris en main par que pas mal de politiques publiques ont l'ambition en fait de reprendre en main, et qui vient du fait que les problèmes de manque de candidats à la reprise, elle vient du fait, comme on le disait tout à l'heure, que les enfants d'agriculteurs aujourd'hui font des études longues. Et que donc, par leur formation elle-même, ils vont être écartés en fait, du milieu agricole. Alors, ce n'est pas vrai pour tous, hein, et j'imagine que dans les BTS agricoles, il peut y avoir 70% de fils d'agriculteurs, mais voilà. Mais n'empêche qu'il y a une diminution des vocations chez les enfants d'agriculteurs. Par contre, il y a une forte augmentation des vocations chez les non issus de familles d'agriculteurs. Donc voilà, moi je ne suis pas un décideur politique, et là c'est vraiment une question politique. C'est que faire, qu'est-ce que ça va devenir? Ça dépend en fait de ce qu'on permet. Est-ce qu'on va favoriser en fait l'entrée dans l'agriculture par les non issus de familles agricoles? Voilà, aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui disent vouloir se lancer dans l'agriculture, mais c'est pas du tout l'agriculture telle que le contrat a été passé, on va dire, avec les agriculteurs pour répondre aussi à certaines logiques de marché et pour produire en fait les denrées nécessaires, mais c'est davantage une agriculture style de vie sur toute petite exploitation qui ne passe pas forcément par les organismes d'encadrement de la profession agricole. Enfin voilà, et à mon avis, là on est dans un renouvellement pas seulement
de la population agricole, mais du sens qu'on met derrière le fait d'être un agriculteur. Et je pense qu'il y a pas mal de groupes sociaux qui visent l'agriculture, mais qui ne sont pas sur la même longueur d'onde avec ce qu'ils veulent en faire. Et du coup, c'est pour ça aussi que les exploitations qui disparaissent, elles sont elles-mêmes soit dans les campagnes les moins attractives, où là, ben, les néo-agriculteurs sur des formes de petites et même micro-exploitations ne vont pas être attirés par ce type d'espace-là, ou alors elles vont disparaître aussi au profit de la spéculation foncière. Et évidemment, ça sera plus rentable de céder la terre agricole à d'autres types d'usages. Et ça, voilà, bon, tout ça, on connaît tout ça. Hein. C'est aussi ça qui fait, je veux dire, c'est pas simplement le fait que les enfants d'agriculteurs eux-mêmes n'aient plus la vocation. Ça répond à une petite partie du problème. Et puis, évidemment, c'est pas les mêmes. Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est l'agriculture d'élevage qui pose beaucoup de problèmes, ou la polyculture élevage, alors même que les reprises d'exploitation céréalières, là, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a toujours du monde pour s'en charger, quitte à monter après un peu plus haut dans la délégation, avec mise en place d'agriculture de firmes, de gérance des exploitations, etc. Voilà, mais c'est vrai que c'est une vraie question, mais ça renvoie un peu à la première question que je comprends avoir été posée. Mais évidemment, oui, bah oui, l'accès, il y a une autre question là. Il y a quand même des difficultés pour certains jeunes dans notre région à même louer des terres, mais ça, c'est encore lié au fait que, en fait, l'usage il y a une spéculation foncière qui est liée au fait qu'il y a des usages concurrents potentiels en fait, des lieux et des espaces ruraux, et que la ruralité en France, moi je travaille un peu sur les États-Unis, on n'est pas du tout sur les mêmes types d'étendues, sur les mêmes types de peuplement, ou ce qu'on appelle rural et même ce qu'on appelle nature en France, c'est très anthropoïsé, voilà, l'habitat est partout, la ville, mais pas seulement la ville. En gros, l'habitat s'étend, et oui, il y a vraiment beaucoup d'usages concurrentiels en fait des terres agricoles. Et la concurrence, les premiers concurrents des agriculteurs là-dessus, c'est aussi les agriculteurs eux-mêmes, avec des logiques évidemment de concentration des grosses exploitations qui vont avoir plus de moyens pour acheter, pour louer les terres, etc., etc. Donc ça, on connaît ça depuis les années 60, hein, depuis ce que Henri Mandras appelait la fin des paysans. C'est un peu la même dynamique qui est à l'œuvre aujourd'hui. Mais juste pour rappeler quand même que même si, quand on pense en fait l'avenir d'un territoire, même si on peut se dire qu'il y a un déclin tendanciel des effectifs agricoles, le déclin, il est déjà entériné depuis longtemps. Hein. Pour rappel, on est, là, je vous disais, sur votre département, vous êtes à 3,9% d'actifs dans les secteurs agricoles, donc de chefs d'exploitation et ouvriers agricoles. C'est-à-dire que voilà, il y a 96% de la population qui fait autre chose parmi les actifs. Hein, sans compte. Et du coup, il y a juste l'accès à l'emploi en règle générale qui est compliqué en fait pour les jeunes ruraux. Notamment, moi, j'insiste beaucoup sur la situation des jeunes femmes. Le chômage chez les jeunes femmes en milieu rural, il est souvent le double de celui des hommes. Dans les bourgs industriels sur lesquels je travaille, il monte parfois à 3 fois plus en fait. Et donc, tout ça, ça a des conséquences vraiment durables sur l'avenir d'un territoire, sur le fait que voilà, on va être amené en fait à surdévelopper une certaine forme de précarité professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui demandent à travailler, et donc la mise en concurrence fait qu'on offre des emplois très précaires. Moi, je vois l'installation, par exemple, des plateformes d'entrepôts type Amazon, des call centers, voilà, de tous ces emplois-là qui permettent de vivre, permettent de gagner entre 600 et 800 euros par mois, avec des formes d'emploi qui contournent en fait le salaire minimum, le SMIC. Et tout ça, évidemment, pose des questions sur l'avenir, à mon avis, qui, là, concerne, pour le coup, une part très, très importante de la population, et qui, de facto, même si on pense que, par exemple, même pour celui qui voudrait penser que l'intérêt de l'agriculture en soi, de facto, ça rejaillit sur l'agriculteur du coin, sur qu'est-ce qu'on peut faire en agriculture, à qui on peut vendre, qui va pouvoir consommer les produits. Et la précarisation notamment des jeunes générations, elle ne va pas dans le bon sens, parce qu'on sait notamment que quand on apprend, par exemple, sur la consommation des produits, quand on entre dans la vie d'adulte, on apprend en fait certains styles de consommation et on s'y fidélise. Et si au début de sa vie, on n'est pas en mesure de s'offrir en fait et de consommer de telle ou telle manière des produits issus de l'agriculture, et puis encore plus issus de l'agriculture locale, il y a très peu de chances qu'on y revienne une fois qu'on est plus stable économiquement.
Et du coup, voilà, tout ça, ça peut être contradictoire avec l'injonction qui est faite aujourd'hui au circuit court, etc. Enfin, tout ce qu'on met en place, notamment dans ma chapelle, hein, à l'INRA. Voilà, on sait qu'on se heurte aussi à des difficultés structurelles où on peut prêcher la bonne parole et l'idéal. Certaines formes aujourd'hui, on a l'impression d'agriculture qui ferait consensus, mais qui ne serait pas forcément accessible à tous, quoi. Quelqu'un qui a levé la main. Ouais. Oui, voilà, oui. Ma femme est de la Haute-Marne, Ah. du canton de Poissons. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Poissons, je crois, le canton fait 700 habitants, tout juste. Le chef-lieu fait 300 habitants et il y a 17 communes. Donc, voilà. Dans le village de ma femme, il y a des retraités et 2 ou 3 agriculteurs, quoi. Voilà. Ouais. Mais ma question va... enfin, elle a 11 frères et sœurs. Donc, on a une quarantaine de neveux et nièces avec leurs conjoints. Et je serais peut-être un peu moins pessimiste que vous. C'est vrai, c'est des boulots plutôt précaires, mais tous y travaillent. À l'heure actuelle, tout le monde travaille, quoi. Mais moi, ce que je voulais dire quand même, si nous représentons ici dans les Pyrénées-Atlantiques que 3%, 3 ou 4%, il y a 96% de gens qui sont susceptibles d'acheter nos produits. Et vous avez coupé un peu court à ma question sur les circuits courts. Mais voilà, je pense que les circuits courts, c'est important. Et justement, c'est peut-être le problème à notre marne où il y en a très peu de circuits courts. Bon, bien sûr, il n'y a pas de gens pour acheter. Mais voilà, il y a le lien social avec celui qui achète, quoi, avec le consommateur, quoi. Ouais. Ouais, ben, déjà, vous passerez le bonjour à votre femme en tant que représentante de la diaspora au Marnais. Ouais, moi, vraiment, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'agriculture, et moi, là, aujourd'hui, je bosse sur les jeunes agriculteurs. J'essaye de ne pas les enfermer pour le coup, j'essaye de ne pas les appréhender avec ce qu'on appelle la sociologie des professions. On pense les agriculteurs qu'entre agriculteurs et que par rapport aux autres agriculteurs, que par rapport aux filières, etc. C'est qu'est-ce que c'est la place des jeunes agriculteurs dans les sociabilités locales, comment ils sont vus. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils bénéficient quand même leur style de vie, leur rapport au travail, leur mode de vie est très, très valorisé par leur entourage. Et je trouve que j'insiste là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup dans les discours dominants, on nous a, mais depuis toujours, hein, quasiment, on nous a dit qu'en gros, c'était périmé que d'être agriculteur. Et ça vient tiens, on parlait tout à l'heure de Pierre Bourdieu, qui est votre sociologue local et puis qui est voilà, certainement le plus célèbre sociologue au monde, hein. Et lui, il a écrit un livre sur les paysans béarnais dans les années 60 qui s'appelle Le bal des célibataires, où il nous explique que c'est plus du tout cool d'être agriculteur parce que ceux qui constituaient les meilleurs partis finalement des générations précédentes avant la réforme, on va dire la mécanisation, le remembrement, etc. Enfin, tout, et puis la tertiarisation de l'économie, hein, de manière générale, qui a peut-être même eu beaucoup plus de conséquences sur l'agriculture que les révolutions techniques, en fait, parce que cette tertiarisation de l'économie a amené les femmes à aller travailler à la ville, à travailler dans le service et à ne plus vouloir se marier avec les agriculteurs. Et ça, ces deux-là, c'est pas lui qui l'a inventé, ça, mais on va dire de ce phénomène-là, il y a toute une pensée comme quoi l'agriculture, c'était la fin des effectifs paysans, ils ont été divisés par plus de 10, etc. Bon, là, d'accord, mais que tout ça, en fait, entraînerait une obsolescence même de l'agriculture, alors même que ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu rural, les agriculteurs sont ultra visibles, très présents. C'est beaucoup par ça que les personnes qui ne sont pas du milieu agricole définissent elles-mêmes leur campagne, c'est-à-dire que c'est une campagne où on produit ci, où on produit ça. Et c'est vraiment intéressant de voir comment, selon je crois que je disais ça tout à l'heure, mais j'ai peut-être mal dit, mais c'est vraiment la démocratisation en fait, de l'agriculture elle-même, c'est-à-dire de la manière dont les personnes qui vivent directement dans la ruralité vont pouvoir comprendre ce qu'est l'agriculture autour de chez eux, à quoi elle sert et à quels besoins elle répond. Et les circuits courts, c'est très bien, hein. Moi, il y en a un maintenant, c'est intéressant parce que dans mon village,
le marché donc, avec des producteurs locaux est mis en place dans l'ancienne usine en fait, qui a fermé, mais c'est tout un symbole en fait maintenant. Et les producteurs locaux, parmi les producteurs locaux, il y a beaucoup de jeunes agricultrices. Enfin, c'est pas les agriculteurs proches de la cinquantaine, proches de céder leur exploitation, qui viennent vendre des produits issus de leurs 450 hectares de céréales qu'ils ont dans la plaine alentour. Hein. Mais du coup, vraiment, ça dépend aussi la manière dont les gens vont percevoir, mais concrètement de ce qu'on a à offrir. C'est-à-dire qu'il y a d'autant plus de circuits courts, on le voit dans les départements, plus on va vers le sud de la France, plus on va vers l'ouest de la France, plus on va vers une agriculture où il y a plus de maraîchage, etc., plus le rapport au produit local il est favorisé, plus la place de l'agriculteur, plus l'agriculteur va connaître plus de monde autour de lui que le gars qui est tout seul sur son exploitation céréalière et puis qui est en train de gérer ses trucs et qui n'a rien à vendre aux gens du coin. Et ça, voilà, que voulez-vous, je veux dire, on est face en fait à certaines impasses dans certaines ruralités. Il y a l'agriculture en place, en tout cas, ne peut pas d'un seul coup être une agriculture de proximité au centre de tout. Par contre, là où l'agriculteur, lui, il existe quand même. Les agriculteurs sont parmi les plus engagés dans les associations locales, que ce soit les clubs de foot, les pompiers volontaires, les comités des fêtes, alors même que c'est la profession qui cumule le plus d'heures d'activité à la semaine, donc le plus d'heures de travail à la semaine. C'est-à-dire que le temps qu'il leur reste, ils le passent généralement à l'investir dans des collectifs. Ils sont membres des clubs de foot, etc. Moi, la question des dégâts de gibier, là, c'est des agriculteurs qui sont aussi dans les sociétés de chasse. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est à mon avis quelque chose qui est à cultiver. Il faut s'appuyer sur ce qui permet aux agriculteurs d'être localement reconnus, parce qu'on se rend compte que ceux qui restent en agriculture, ceux qui reprennent les exploitations parmi les jeunes, c'est ceux qui ont déjà beaucoup d'amis autour d'eux dans leur village, qui ont une bonne réputation. Une fois qu'ils sont déjà insérés en fait, dans les réseaux locaux, ils vont être amenés à vouloir jouer un rôle public avec leur travail. Alors que celui qui, comme beaucoup d'agriculteurs, malheureusement aujourd'hui, parmi ceux dont les enfants ne reprennent pas l'exploitation, qui vont être mis notamment en lycée privé, école privée, qui vont être amenés à moins connaître les jeunes du coin, voilà, pour tout un tas de raisons, hein, qui est parfois lié à une volonté aussi des parents de ne pas forcément les mettre, on va dire, dans les collectifs de jeunesse, quoi. Eux, ils ne voient pas trop le sens de la reprise de l'exploitation. Ce n'est pas simplement un calcul comptable qu'ils font en se disant mon père, il traîne encore 300 000 euros de dette. Bon, et des fois, on voit des entreprises qui sont reprises alors qu'elles sont en mauvaise situation et d'autres en très bonne santé économique et puis qui, pour autant, n'attirent pas les enfants de l'agriculteur. Donc, je pense que le rôle un peu… aujourd'hui, on est beaucoup sollicité là-dessus, même à l'INRA, parce que finalement, les agriculteurs, au niveau des techniques agricoles, de tout ce qui relève en fait d'une expertise qu'on déléguait beaucoup avant, avec le niveau de formation qu'ont les jeunes agriculteurs aujourd'hui, on va dire les moins de 50 ans, quoi. Globalement, il y a un peu une coupure générationnelle. Ils n'ont pas besoin de tout le conseil technique. Là où ils nous demandent, c'est comment on fait pour qu'il y en ait qui aient envie de faire agriculteur et comment on fait pour que mes enfants aient envie de faire ce que je fais. Et ça, pour le coup, ça ne dépend pas directement que de l'agriculture. Ça dépend vraiment de la place qu'on va trouver dans notre entourage. Voilà, comme je vous disais, les jeunes agriculteurs là, qui étaient contre le parc national et puis qui ont perdu des amis parce qu'on d'un seul coup, on les a traités de pollueurs et d'égoïstes qui ne pensaient pas au développement local, un truc qui allait ramener de l'emploi et qu'eux ne pensaient qu'à la rentabilité de leur entreprise. Enfin, là, c'est des critiques qu'on leur a faites. Eux, ils étaient très marqués par ça et ils disaient bon, voilà, tout ça pour ça, l'agriculture, c'est vraiment que des emmerdes, entre guillemets, parce que c'est déjà pas facile. Et en plus, mes copains ne me parlent plus alors que moi, c'est mon gagne-pain. Là, j'avais des discussions comme ça que je trouvais intéressantes à regarder en face, quoi, pour que les choses fonctionnent. Et on est vraiment champion, c'est pas qu'en France, mais on va dire pour que les débats, on peut avoir énormément de débats sur un sujet, mais au final, il y aura pas forcément de décisions politiques majeures, on va dire, qui vont faire en sorte qu'on va influer sur une réalité. Ça va pas forcément de pair, quoi. Et voilà, moi, je demande à voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, mais il y a beaucoup de modèles explicatifs là qui nous disent qu'il y aura une renaissance rurale, passe par l'agriculture.
et d'autres qui disent que c'est n'importe quoi, que c'est pas ça qui va se passer. Donc, ça, je vous parle moi, c'est pas mon domaine directement de recherche, l'agriculture, donc je répondrai pas fermement là-dessus, mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts en termes de théorie prédictive de l'avenir, et généralement, leur point commun, c'est qu'elles se trompent toutes, hein, vu qu'on peut pas. Il y a des choses imprévues qui arrivent sans arrêt, et c'est ça qui est intéressant. Je peux lire la question d'après, si vous voulez. Dans vos recherches de Maïté Le Chardois, question sur le chat. Dans vos recherches, qu'avez-vous pu voir de l'impact éventuel de la prise du pouvoir local par une partie des néo-ruraux disponibles à la parole plus aisée? La ville commanderait-elle la campagne, variable selon les régions? Alors ça, c'est dans des... Donc moi, je travaille sur des régions où il y a très peu de néo-ruraux, donc les personnes qui ont le pouvoir local, notamment dans les mairies, n'ont pas typiquement ce profil-là. Néanmoins, on constate que chez tous les représentants politiques locaux, il y a de moins en moins de ce qu'on appelle d'autochtonie, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont là depuis beaucoup moins longtemps, qui sont qui ont travaillé en ville une bonne partie de leur vie, qui sont beaucoup plus diplômés. Et ça s'est fait notamment à la faveur de la réforme de l'intercommunalité. La réforme de l'intercommunalité a largement féminisé le métier d'élu, le métier de représentant politique local, quoi, parce que les femmes voilà, étaient plus en fait, compétentes, notamment dans certaines compétences, notamment administratives, etc., que demande la gestion d'une intercommunalité par rapport à un village, par rapport à une commune seule. Néanmoins, l'autre point, c'est que voilà, ça a fait en sorte que le maire, que l'élu, le premier élu local, soit de moins en moins représentatif de sa population, c'est-à-dire qu'il ne soit pas issu des catégories sociales les plus présentes dans sa population, des générations les plus représentatives de sa population. Et donc, très typiquement, comme je vous disais, la ruralité, elle se caractérise par le fait que les gens font des études plus courtes, que même à niveau social égal et même à niveau scolaire égal, les gens aient moins envie de faire des longues études. Donc, on a une population moins diplômée à cause de ça, mais les élus sont largement surdiplômés, exercent davantage dans les secteurs publics alors que l'emploi sont... les maires, par exemple, les agriculteurs, c'était la population la plus représentée parmi les maires des communes tout au long du XXe siècle, hein, et de manière assez massive. Et en fait, c'est eux qui commencent vraiment à diminuer dans les effectifs d'élus. Après, il y a une variable cachée, c'est que généralement, c'est leur femme qui devient maire, en fait, dans beaucoup de communes, avec l'agriculteur qui, lui, voilà, va dire moi, je ne m'intéresse plus en fait aux mandats locaux, à la politique, mais ma femme, elle s'en occupe. Et du coup, voilà, on peut être lié finalement à ça. Mais par contre, j'ai des collègues qui travaillent là sur vraiment les campagnes où il y a des néo-ruraux et où ils voient effectivement, non pas une prise de pouvoir, mais en tout cas, c'est assez systématique, la montée d'une liste concurrente en fait, à la mairie en place par des néo-ruraux. Donc, ils ne sont pas élus, ou alors, s'ils sont élus, c'est dans les campagnes où il y a zéro liste et où en fait il y a une alliance entre les néo-ruraux et quelques personnes qui veulent reprendre la mairie. Donc là, leur investissement est bienvenu. Faut voir ça aussi, hein. Il y a pas mal de régions rurales où la vie démocratique elle est proche de pas grand-chose et où c'est compliqué là aussi de trouver des repreneurs à la mairie. Et malgré l'augmentation des traitements, des pensions, etc., des élus, tout ça, ça ne décide pas forcément les gens à s'engager. Donc, les néos, là, pour le coup, sont parfois... Et là où c'est vraiment intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on appelle un néo-rural. Par exemple, des gens qui arrivent dans une campagne, il y a quand même différents profils. Il y a des personnes qui vont être déjà, entre guillemets, dans le moule, c'est-à-dire leur style de vie, leurs loisirs, mais aussi leur métier, ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Ça correspond déjà à peu près à ce qui est conforme dans la population locale. Et moi, je voyais, par exemple, au cours de mes enquêtes, des personnes arriver dans les villages sur lesquels je travaillais et être plus autochtones que certaines personnes qui étaient nées là, mais dont le style de vie, en fait, les amenait à être relativement isolés, à ne pas se faire forcément beaucoup d'amis, alors qu'il y a des gars qui arrivent d'emblée, c'est les plus populaires de l'équipe de foot, ils s'engagent dans les associations, des gars ou des femmes, hein, d'ailleurs, encore des couples. Et ça renvoie évidemment au style de vie des gens. Et là où on a pas mal de clichés un peu médiatiques d'opposition néo-ruraux locaux, c'est quand on est sur des néo-ruraux qui ne ressemblent pas du tout aux gens du coin. Et là, forcément, il peut y avoir friction parce que là encore, ils n'entendent pas la même chose par la campagne.
parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à la vie, ou alors ils s'attendaient aussi à apporter quelque chose. Et moi, j'ai des discours un peu déçus de personnes qui viennent de Paris, voilà, on le voit dans les articles de sociologie là-dessus, qui disent je voulais apporter quelque chose à la population, simplement la population n'attendait pas forcément le Messie pour s'organiser, ça fait longtemps qu'on était là, et du coup je pense que il y a un quiproquo parfois sur cette espèce de sentiment de pouvoir apporter quelque chose avant de comprendre comment les gens fonctionnent, quoi. C'est vrai que c'est des questions intéressantes, mais je pense qu'il faut pas avoir on ne peut pas avoir un avis trop tranché là-dessus. Voilà.